Donc on va attaquer cette table ronde sur la notion en fait, les territoires ruraux comme laboratoire de nouvelles façons de fonctionner. Donc on a invité 3 initiatives qui vont venir me rejoindre. Donc il y a le collectif des Parasites, du coup avec François Blatt, Laetitia Teixeira. Il y a aussi donc, l'Arrosoir avec Anne-Cécile Martin et Sylvie. Et puis la coopérative de production avec Nicolas Salins et Mathieu Poupinel qui arrive. Donc on va s'installer, peut-être qu'on peut mettre les chaises un petit peu plus en rond, peut-être. Ce sera un peu comme ça, voilà. Et voilà. Alors, on a aussi, tout à l'heure, je disais qu'effectivement ces initiatives avaient besoin d'être accompagnées, écoutées, suivies. Donc je vais demander également à Christopher Le Guillan, qui s'occupe du dispositif local d'accompagnement régional, de nous rejoindre. Et puis aussi Vera Bezonov, waouh, sportivement. Et aussi Vera Bezonov de la Fédélima, aussi de venir avec nous. Voilà. Et donc à l'issue de ces échanges, on aura également, alors je ne les vois plus là dans la salle, mais Nicolas Chauchois, qui est tout haut de l'Institut Gaudin, et Christian Mailleux de la Chaire Économie sociale et solidaire, qui, alors soit ils peuvent venir dès maintenant, mais je crois il manque, c'est pour ça, il manque peut-être une chaise, mais ils peuvent peut-être, enfin on verra. Une fois qu'on aura eu ces échanges. Donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir discuter avec ces trois initiatives qui, chacune à leur façon, ont essayé d'inventer de nouvelles façons de fonctionner par des modes d'action très collectifs, par certaines valeurs, par des soucis de mutualiser, par des soucis de coopérer entre différents secteurs. Donc on va commencer en fait à voir comment chacune de ces initiatives est née et qu'est-ce qui a motivé il y a quelques années, par exemple, la naissance des collectifs des Parasites. Et alors vous pouvez dire où vous êtes et qu'est-ce qui a fait que ce collectif est né. Bonjour. Donc le collectif Parasite, avant tout, ça a commencé avec un groupe d'amis et une possibilité d'organiser un festival chez un agriculteur à Languedoc, donc dans l'Avesnois. Et ces expériences fonctionnant de mieux en mieux, avec un festival réussi sur la première année, on a décidé de créer l'association. Alors le festival s'appelle ? Le Paradisiac Field, c'était ça. Et on était en quelle année là ? Donc là on était en 2011. Et donc ça fait maintenant 6 ans. Et donc après un festival en 2013 qui a fonctionné sur le terme sur les objectifs, malgré un résultat comptable qui n'était pas forcément hyper satisfaisant, on a décidé donc de lancer. J'ai un peu du mal à parler comme ça sur tout le monde. Comment ? Excusez-moi. En fait, donc on a lancé tout un système de chantier participatif chez les habitants pour remonter la pente, et c'est ce qui nous a fédérés, c'est ce qui a commencé à faire travailler autour des valeurs, de la charte de l'association, et qui a aussi développé notre réseau. Et dans cette charte, sur quelles valeurs vous avez commencé à vous mettre d'accord? Qu'est-ce qu'il y avait un peu dans cette charte? Les valeurs, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense qu'on peut parler de solidarité, d'échange de compétences, de valorisation du territoire. Mais nous, ce qu'on s'est dit aussi, et notamment grâce à des circuits d'accompagnement, c'est qu'on part d'un constat qui est que dans nos territoires, les habitants vivent une forme de repli sur soi, de peur de l'autre. Et donc il y a un manque de valorisation des personnes, un isolement. Et de là,
c'est de là qu'on part pour nourrir nos projets et voilà, c'est des initiatives. Et quand tu disais que la première édition du festival avait eu lieu grâce à la rencontre d'un agriculteur, est-ce que tu peux en dire un peu plus? C'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui, donc c'est Alain, je trouve que j'ai aperçu ici. Alain qui nous a accueillis pour réaliser nos rêves, nos envies et participer donc à la dynamisation de notre ville sur un événement à la fois culturel mais qui va aussi essayer de travailler sur d'autres champs. Là on parle d'économie sociale et solidaire, c'est vrai que toujours dans ces valeurs et dans le rapport qu'on peut avoir dans nos réseaux, on essaye de valoriser le réemploi, le glanage, et voilà. Ok, merci beaucoup. On va se chauffer. C'est vrai que du coup, c'était peut-être bon, ça a commencé comme ça, mais les autres vont pouvoir reprendre le relais. Donc au niveau de l'arrosoir, est-ce que vous pouvez nous redire aussi pourquoi l'arrosoir, ce qu'est l'arrosoir, puisque j'imagine que la plupart des gens ne connaissent pas ce groupement d'employeurs, et expliquer pourquoi vous avez été inscrit et puis où vous vous situez. Alors bonjour, donc nous sommes situés donc dans le Nord Sarthe, au-dessus du Mans. On va essayer de faire simple, on est un petit peu loin de chez vous. Donc je fais partie d'une association qui s'appelle Festival en Pays de Haute-Sarthe, et avec une compagnie professionnelle, on avait souhaité mettre en place en 2006 un festival sur ce Nord-Sarthe où on trouvait que la proposition culturelle était quand même assez faible. Et c'est parti d'une envie, et c'est parti aussi d'une belle relation humaine et qui perdure. Ensuite, donc, ce premier festival a été mis en place, qui s'appelle Qui Cloche. Ensuite, on a, l'année qui suivait, en 2007, mis en place un autre festival jeune public qui s'appelle Momo Festival. Et progressivement, on s'est dit que c'était compliqué pour une compagnie et une association de pouvoir gérer toute la partie administrative qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de bénévolat, mais on a fait appel énormément au bénévolat, mais pas forcément sur cette partie-là. Les gens n'étaient pas forcément dans cette envie-là. Donc en 2008, on a souhaité et essayé de créer un groupement employeur associatif. Donc on a demandé l'aide et on a eu un DLA à ce moment-là, de façon à voir si c'était viable, si ce projet pourrait aussi être pérennisé dans le temps. Donc ça c'était en 2008, donc en 2010 Anne-Cécile donc est arrivée et le projet de l'arrosoir est né. Donc l'arrosoir c'est un groupement employeur associatif avec actuellement donc il y a l'association dont je vous ai parlé, la compagnie Créature Compagnie, donc qui est une compagnie pro. On a aussi ensuite vu arriver une autre association qui fait de la diffusion, et on a aussi maintenant une activité beaucoup plus comptable, mais Anne-Cécile pourra vous dire un petit peu ce qu'elle fait, sur le centre culturel de la Sarthe pour la partie paye. Alors peut-être que tu peux, ou Anne-Cécile, en tout cas l'une de vous deux, dire en deux mots en quoi consiste un groupement d'employeurs, puisque je ne suis pas sûre que dans la salle tout le monde sache bien le fonctionnement. Alors, un groupement d'employeurs, donc le principe en fait c'est de mutualiser des compétences, donc de mutualiser un salarié. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mise à disposition entre le groupement d'employeurs et les structures adhérentes avec un nombre d'heures défini par mois et une facturation à la fin du mois. Voilà. Donc c'est pas un prestataire de service, c'est vraiment une mise à disposition avec des adhérents. Et l'idée, c'est de mutualiser les moyens et de pouvoir créer un poste, du coup, dans mon cas, c'est un poste à temps plein, mutualisé entre 4 structures, voilà. Avec des valeurs partagées sur le respect, la solidarité. Alors oui, vous avez parlé de l'origine à la création, vous avez donc mis aussi en place une charte. Pourquoi vous avez eu besoin de mettre en place cette charte et qu'est-ce qu'elle véhicule aussi comme principe de fonctionnement? Alors la charte, elle n'a pas été mise en place dès 2008 en fait, elle a été mise en place en 2011
suite à une mission de développement dans le cadre d'un financement du FSE. Voilà. Donc, Social. voilà. Et dans ce cadre-là, donc, on a eu un chargé de développement, donc le but était de trouver des nouveaux adhérents. Et avant de trouver des nouveaux adhérents, il fallait qu'on définisse vraiment les valeurs pour savoir ce qu'on voulait partager avec les nouveaux adhérents, sur savoir les postes, aussi la question de solidarité, puisque quand un des membres du groupement d'employeurs n'a plus les moyens de financer, les autres membres doivent venir épauler. Donc voilà, c'est des valeurs aussi par rapport à la culture en milieu rural, de solidarité. Donc du coup, c'était important de vraiment définir ça avant d'aller chercher des nouveaux adhérents pour qu'ils sachent dans quoi s'engager en fait. Voilà. Et les tout premiers adhérents connaissaient cette formule du groupement. Comment vous avez réussi à faire qu'ils adhèrent à ce principe? Est-ce que ça a été long? Est-ce que c'est venu? Vous avez dit que vous aviez bénéficié d'un accompagnement, qui était dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Est-ce que ça vous a permis de clarifier certaines idées Oui, bien sûr. Alors, l'idée de la solidarité, je pense que ça, c'était quelque chose qui était déjà très prégnant par rapport à nos fonctionnements. Il était évident que on a eu besoin de cet accompagnement déjà pour savoir si ce souhait de faire ce groupement employeur associatif, c'était une bonne idée. Est-ce que c'était la bonne structure par rapport à ce qu'on avait en tête? Est-ce que ça correspondait à nos envies? Et oui, mais c'était aussi une aventure où on ne savait pas trop si on allait pouvoir faire partager un petit peu tout ça auprès de d'autres associations culturelles. Quelles seraient-elles? Quelles seraient les envies des autres? Donc les valeurs, oui, c'est vraiment des valeurs qu'on voulait défendre, ça c'est sûr, par rapport à ce qu'on souhaitait. Après, c'était de pouvoir les faire partager aussi. Il était vrai aussi qu'on savait que, et ça a été aussi démontré, qu'on ne pouvait pas rester que sur notre secteur. Il fallait qu'on essaye d'élargir au maximum pour toucher, parce qu'on voulait vraiment rester avec des associations à vocation culturelle. Donc ça voulait dire aussi qu'il fallait que j'ai un petit peu de mal à vous expliquer, mais on s'était dit que c'était un choix donc de rester avec des associations à vocation culturelle et que par conséquent, on ne pouvait pas trouver forcément des associations qui étaient à 50 km autour de chez nous. Donc on a vraiment ouvert un petit peu plus loin, on a essayé de voir si c'était possible. Et on s'aperçoit qu'il y a des freins à des moments donnés, que certaines associations ne pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas forcément... Elles avaient nos valeurs, mais elles ne pouvaient pas... Enfin, on avait un poste aussi à essayer de faire en sorte que ça perdure. Et elles pouvaient avoir des besoins très occasionnels. Et à ce moment-là, c'était plus compliqué à faire fonctionner. Parce qu'une heure de temps en temps, nous, on fait comment par rapport à ce poste? Même si on a cette notion de solidarité, on a aussi, nous, dans nos associations, des budgets et c'est pas toujours facile de tenir et qu'on équilibre et que ça se passe bien à ce niveau-là. Donc ça s'est fait vraiment dans la durée aussi, Oui. puisque vous avez commencé en 2008 et c'est progressivement que vous avez... On a toujours souhaité se donner le temps. On n'a pas souhaité aller trop vite. On n'a vraiment pas voulu griller les étapes. On a voulu être sûr que où on mettait les pieds, où c'était un petit peu stable et que... parce que malgré tout, humainement, voilà, Anne-Cécile, elle était à temps complet, on savait qu'il fallait... Enfin, nous, c'est important qu'on a créé ce poste et que ce poste perdure et qu'on y croit vraiment et que ça se passe bien. Donc, il fallait faire attention à ce qu'on faisait. Alors, les groupes d'employeurs sont assez développés dans le milieu de l'agriculture. Est-ce que, comme vous êtes dans le nord de la Sarthe, ça a été une façon de vous appuyer sur des expériences que vous connaissiez dans l'agriculture ou pas vraiment Non, pas vraiment. Je pense qu'on est parti un petit peu... on est parti un petit peu comme ça, mais on avait aussi en tête un groupement employeur associatif qui est breton, qui s'appelle Les gesticulteurs. Voilà, donc on s'était rapproché d'eux un petit peu pour voir comment ils fonctionnaient, mais eux sont une grosse structure, nous on est vraiment une toute petite structure à côté. Oui, on savait que on était plus ou moins les uns ou les autres, avoir des liens avec le milieu agricole et on connaissait effectivement qu'il y avait des groupements employeurs de cet ordre-là et ça a permis de cheminer aussi par rapport
enfin, je veux dire, on a du matériel en commun, on n'a pas qu'une salariée en commun, on a toutes ces valeurs, mais on a aussi autre chose, on peut se donner des coups de main, voilà, Donc, je ne sais pas si dans la salle, certains d'entre vous connaissaient ce principe des groupements d'employeurs. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail du fonctionnement technique, puisque ce serait un petit peu laborieux, mais c'était vraiment le principe de réunir plusieurs structures culturelles qui n'avaient pas les moyens d'embaucher à temps plein et qui finalement ont créé le poste d'Anne-Cécile, toujours là. On va aussi maintenant passer la parole à Nicolas et ou Mathieu, l'un des deux, qui vont aussi nous parler d'une autre initiative qui est une coopérative. Alors ce mot coopérative, il a aussi pas mal de déclinaisons possibles et c'est un peu pareil. Il existe beaucoup de groupements d'employeurs dans l'agriculture, pas tellement dans le secteur culturel. Là, on a la chance d'en avoir un. Les coopératives aussi dans le milieu agricole, il y en a beaucoup. Dans le milieu culturel, c'est un peu plus récent et un peu plus expérimental, on va dire. Alors pourquoi cette coopérative est née? Elle est née à l'initiative de qui et qu'est-ce qui était attendu au départ? C'est une initiative qui a... Vous m'entendez bien? Oui. Je vais avoir la voix stabilisée, puis ça va se mettre bien après. C'est une initiative qui rassemble des professionnels du spectacle et des arts visuels, qui a démarré en 2015, en tout cas pour les premiers temps de réflexion, de réunion collective. Et l'idée, c'était de se rassembler tous ensemble pour répondre à différentes questions qui se posaient à nous tous, acteurs culturels. La première, l'idée de base, c'était de penser des nouveaux moyens de production de projets artistiques, voilà, dans toutes leurs dimensions. On souhaitait aussi répondre à une autre demande de la part des artistes avec lesquels on était tous amenés à travailler, en se basant sur nos propres expériences, qui consistaient à réfléchir Mathieu, tu peux juste rappeler en fait qui était au départ sur les partenaires. Oui, mais même parler de la compagnie chez Panzert. La compagnie chez Panzert, oui. Alors, au tout départ, en fait, donc on est un pôle régional théâtre de marionnette. On est basé à Rivry, près d'Amiens. Et on avait été lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt, lancé par la région Picardie aussi, au titre de l'innovation sociale. Et ça nous avait permis d'entamer une étude d'action avec les partenaires que je vais vous présenter après, pour répondre à ces questions. Et ça nous avait permis aussi de bénéficier d'un accompagnement qui nous a permis de structurer ces temps de réunion, ces temps d'échange sur les questions organisationnelles, sur définir les objectifs précis de ce qu'on souhaitait faire. Et cet accompagnement, du coup, a pu être réalisé avec le soutien d'Opal pendant plus d'1 an. Et donc voilà, l'objectif de cet accompagnement, encore une fois, c'était de réfléchir à des alternatives sur les questions de production de projets artistiques, questionner cette question, ou répondre en tout cas à une demande croissante qu'on a pu constater d'artistes qui ne souhaitaient pas spécialement se structurer en compagnie, notamment pour les artistes du spectacle vivant. Et derrière ça, il y avait toute la question du portage administratif aussi, qui parfois était trop lourd en fait pour des artistes et qui venaient solliciter plusieurs de nos structures pour répondre à ces questions-là. Et donc il y avait eu cette volonté de se mettre ensemble aussi pour essayer de trouver des alternatives, qu'est-ce qu'on pouvait proposer, réfléchir à des modèles un petit peu différents. Et je pense que aussi au fur et à mesure de nos échanges, il y a eu l'idée de se rassembler pour permettre la réalisation de projets qualifiés un petit peu d'atypiques, mais atypiques dans le sens pouvoir vraiment laisser le temps aux artistes, ces temps de recherche, ces temps de création, sortir un petit peu des schémas classiques qui parfois sont un peu pressants, c'est un peu fort, mais qui ne laissent pas forcément ce temps nécessaire à la création et à la maturation des projets artistiques sur des temps, comme je disais, d'expérimentation ou de création. Donc c'était donner la possibilité à ces projets de prendre ce temps-là et d'exister. Ça permettait aussi de répondre permettre la vie de projets qui dans des cadres de diffusion, avaient besoin de cadres de diffusion très spécifiques qui ne pouvaient pas forcément être offerts dans les circuits classiques.
pour des grands espaces ou des publics très réduits. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous ont amenés à nous rassembler. Peut-être avant de passer la parole à Nicolas qui pourra parler un petit peu plus des projets, vous rappeler qui sont les personnes qui participent à cette réflexion plus précisément. Comme je vous l'ai dit, ce sont des professionnels du spectacle et des arts visuels. Il y a 3 artistes qui font partie de cette réflexion en tant que telle. Autre information importante, c'est que chacun des partenaires sont implantés dans différents territoires. Cette notion de pluralité des territoires nous questionne sur beaucoup de points également. Donc, comme je vous disais, il y a 3 artistes. Il y a Lucas Prieux, qui est un artiste marionnettiste qui est basé à Nantes. Il y a Guillaume Le Camus, qui vient de Paris. Il y a Pierre Tual, qui lui est basé à Bruxelles. La Chambre d'eau, que vous connaissez, du coup, qui nous accueille, qui est du coup au Favril dans les Hauts-de-France. Le Théâtre Inutile avec Nicolas qui est basé à Amiens aussi dans les Hauts-de-France. Et vous avez 3 lieux compagnie marionnettes. Le Bouffou Théâtre à la Coque qui se trouve à Hennebont en Bretagne. Le Vélo Théâtre qui se trouve à Apt en région PACA. Et du coup le Tatsap chez Pense Verte. Et donc c'est des lieux qui, une partie sont en territoire ruraux ou en tout cas qui travaillent beaucoup avec le milieu rural aussi. C'est l'un des liens et ça nous pose beaucoup de questions dans nos réflexions actuelles, mais effectivement certaines structures sont pas directement implantées sont implantées en ville, mais nos champs d'action, je prends l'exemple du TESAP chez Pense Verte qui était à Amiens, mais qui avait un rayon d'action sur toute la région Picarde, et maintenant même au-delà. Mais du coup, ce rapport au territoire, et c'est aussi une question qui nous rassemble déjà chacun des partenaires dans nos activités propres, et c'est ces expériences qu'on met aussi en commun dans le cadre de la coopérative. Je ne sais pas si tu veux peut-être parler un peu plus des projets. Ou rajouter des choses sur l'origine. Oui, alors juste une des valeurs qui nous réunit, c'est la sociocratie. Alors la sociocratie, c'est quoi? C'est réussir d'une manière ou d'une autre à obtenir le consensus. C'est-à-dire que si on est un désaccord, il faut à travers une argumentation réussir, en tout cas, à mettre tout le monde d'accord autour d'une position ou d'une question, etc. Donc c'est beaucoup de temps d'échange, de réunion, enfin voilà, et c'est un exercice assez agréable à vivre. Dans le sens aussi où tous les membres, là, Mathieu a cité l'ensemble des structures, mais lorsque nous nous réunissons, nous représentons une voix aussi. Enfin voilà, en termes de... Voilà, on ne représente pas la structure, on représente une voix. Donc on se met autour d'une table. Et puis l'autre, juste aussi pour donner une ligne de travail, c'est de travailler à la porosité des champs artistiques, évidemment, mais évidemment social et politique. Mathieu a cité 3 lieux, compagnies comme le Bouffou Théâtre, le Vélo Théâtre et le Tatsap chez Pense Verte. Mais il y a aussi la Chambre d'eau, la compagnie Théâtre Inutile, et avec ces artistes, on réfléchit aussi comment des questions qui se posent, par exemple, à travers la question d'un Castelet, qui va aller peut-être répondre à des questions liées à l'enfermement, je reviendrai après peut-être sur les questions de projet, comment ça peut concerner aussi des architectes, des photographes, et voilà, de travailler aussi à un échange un peu plus transversal et moins sectoriel. Voilà. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi cette notion de sociocratie que certains d'entre vous connaissent peut-être de loin, mais là, elle a vraiment été expérimentée dans le cadre de ce projet. Et c'est intéressant comme façon de décider ensemble, puisque du coup, c'est pas un vote où c'est la majorité qui l'emporte, c'est vraiment réussir à discuter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'objections dans le groupe. Donc c'est une façon de fonctionner qui est assez originale, ou en tout cas qui n'est pas encore appliquée partout et qui a été choisie comme un des modes de fonctionnement. Voilà. Parce que là, on essaye aussi dans cet atelier de mettre un petit peu en exergue des façons de fonctionner un peu différentes. Donc on commence à avancer dans le sujet. Pour revenir là donc au festival, à ce festival qui au départ était un festival, on va dire un peu de copains, qui était un peu dans quelque chose de spontané, qui a bien marché.
qui finalement vous a un peu emmené sur les voies de ce qu'on appelle la professionnalisation, c'est-à-dire de devoir penser comment vous deviez organiser les choses, comment vous deviez faire attention sans doute à des choses assez basiques de recettes et de dépenses, qui à un moment s'en occupait, est-ce qu'à un moment on va créer un poste ou pas pour s'occuper de ça, puisque là je vois que vous venez à deux, donc je me dis tiens, comment vous avez petit à petit passé le cap de se dire entre un projet qui était joyeux, festif, et puis se dire on va peut-être en faire un travail, et comment vous avez pensé ça pour ça se concrétise? Ok. Donc sur la question de l'organisation et aussi un peu de la gouvernance de l'asso, on est sur quelque chose on essaie d'être sur quelque chose d'assez horizontal, avec une très très forte participation bénévole. Il faut savoir qu'on a entre 50 et 60 adhérents au collectif Parasite, dont une trentaine de membres actifs, un conseil d'administration qui se rassemble toutes les 3 semaines. Et maintenant, donc depuis 1 an et demi, une équipe salariée et donc aussi avec des volontaires en service civique. Donc la manière dont on a vu les choses, donc c'était dans un projet de renouveau du festival en 2016, un festival qui se voulait un peu plus ancré sur ancré, en tout cas répondant aux attentes des habitants et des membres de l'asso. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est que dans ce projet de professionnalisation, l'idée, ça serait d'avoir un festival comme moteur au développement du projet associatif de l'asso. Donc, l'idée de la professionnalisation, c'était d'avoir quelqu'un qui travaille donc en équipe sur ce projet associatif. Et aujourd'hui, ce quelqu'un, c'était moi. Et donc aujourd'hui, on est en 3 salariés dans l'association, tous en contrat aidé, donc ça c'est une autre question, je vais en parler après aussi. On a aussi donc un agrément pour accueillir des volontaires en service civique donc sur les différents pôles d'activité de l'association. C'est-à-dire que dès le départ, donc, vous avez déployé le projet avec des gens nombreux autour de vous, avec aussi beaucoup de discussions, d'échanges, le fait d'être en collectif, et même quand on a discuté, il a dit moi je peux pas venir tout seul parce qu'on est un collectif, donc il faut venir à 2. C'est aussi quelque chose qui est assez fort chez vous. Je veux bien rebondir là-dessus. Je pense qu'on fonctionne aussi, on fait de la sociocratie aussi. Sans le savoir. Sans le savoir, mais en fait on a un fonctionnement, on a une coprésidence, on a la formule classique. Mais à côté de ça, les CA sont ouverts à tous les bénévoles et les décisions se prennent ensemble et pas par vote en fait. C'est vraiment à débattre sur les points de désaccord. Et il y a une fois où on a dû utiliser le vote, c'était vraiment pour un cas vraiment qui a été sensible. Voilà, on en parlera pas maintenant. Et voilà. C'est un fonctionnement très horizontal, ouais, dans la discussion permanente, et ça vous caractérise vraiment en fait de pouvoir. Mais je pense qu'on a aussi, la force du collectif, c'est qu'on développe on a chacun des compétences très différentes, et je pense que la voix de chacun du coup est très importante parce qu'on apporte au collectif toute cette richesse et la possibilité d'action sur différentes disciplines, et c'est pour ça que je pense qu'écouter chacun et l'opinion de chacun est hyper important, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Je pense. Voilà. Et, vous parliez juste avant de consensus, et en fait il y a aussi une nuance à mettre avec le consentement. C'est vrai qu'on essaye de travailler là-dessus, de se poser la question est-ce que le consensus, c'est que tout le monde soit d'accord, ou est-ce qu'il y a un consentement, c'est que aussi, bon d'accord, on fait confiance à des personnes qui ont certaines compétences et qui réfléchissent. On essaie de se répartir les tâches avec des groupes de référence et on se fait confiance, et c'est comme ça que ça avance aussi. Et donc maintenant, vous êtes, cette équipe s'est constituée, et vous avez aussi une activité qui était assez ponctuelle dans le festival. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps de l'année ? Je pense qu'en fait, après le festival qui a plutôt bien marché, on n'a pas eu envie de refaire un festival l'année d'après, parce que de peur de tomber dans le même schéma, refaire la même chose, et on voulait en fait développer
autre chose, parce qu'on avait aussi un regard sur le territoire, on avait relevé des problématiques, on avait rencontré aussi une population, et il y avait aussi un projet il y a un projet en ce moment avec la Chambre d'eau, justement de résidence dans un quartier à Languedoc où il y avait une possibilité de rencontre entre artistes et habitants. Et voilà, il y a plein de projets comme ça qui sont un peu nés juste après le festival, des envies en fait, de pas faire qu'un festoche et là, hop, on amène la culture à un temps donné et puis on fait plus rien l'année. Mais vraiment une envie de revenir souvent et d'apporter des services qui sont qui sont absents, qui sont présents grâce à la Chambre d'eau ou d'autres structures sur le territoire, mais d'amener en fait, c'est ça, des services supplémentaires autour de plein de choses parce qu'on a plein de compétences, donc autour de la vidéo, autour du jardin mobile, donc sensibilisation à l'environnement, autour de la construction, de son territoire, de comment on habite, l'espace public, comment on l'habite également et comment on rencontre ses voisins. Enfin voilà, autour de la vidéo, je l'ai déjà dit, enfin voilà, de l'animation. Donc c'est des activités aussi qui dépassent simplement le champ de la culture. Oui. Parler aussi du jardin mobile, donc c'est aussi une attention à l'écologie, à l'environnement. Et pour vous, assez naturellement, ça fait partie du projet aussi, c'est ça? En fait, les problématiques sont tellement nombreuses et on a tellement la chance d'avoir aussi plein de bénévoles aux compétences variées qui ont envie de faire des choses et de répondre à ces problématiques, d'essayer, que ça s'est fait très naturellement, je pense, des envies de chacun et sensible au territoire qu'est la Baignoire. Je ne sais pas si je réponds à la question, Si. mais voilà. C'est tout à fait. Et alors, le jus de pomme, c'est arrivé quand dans tout ça? Alors le jus de pomme. Le jus de pomme, en fait, donc, dans ce festival en 2013 où on a eu un déficit, on cherchait des idées à la base pour pouvoir renforcer, parce que comme on travaille essentiellement avec des locaux, que ce soit pour les locations de matériel, les fournitures et autres, on a vraiment une grande attention là-dessus. On s'est dit, bon, il faut vite payer tout ça, quoi. Et donc en observant un peu le territoire, on se rend compte qu'il y a plein de pommiers, plein de vergers abandonnés, qui ne sont pas forcément valorisés. Et on s'est dit, tiens, si on allait récupérer ces pommes, en faire un jus, redistribuer une partie du jus aux personnes à qui appartient bien sûr les vergers, et ensuite le revendre pour financer nos actions. Donc là, c'était ça l'idée, et en fait, très vite, on s'est retrouvé avec 4 tonnes de pommes, des journées de gros chantiers bénévoles, des rencontres avec des personnes passionnées qui ont planté leurs pommiers il y a 30 ans, qui à leur époque n'aurait jamais laissé une pomme par terre. Donc voilà, il y a tout aussi ce travail de proximité c'est souvent des personnes un peu plus âgées à qui ça fait fort plaisir de voir une jeunesse qui s'intéresse à des choses qui sont un peu plus terre à terre. Et donc vous avez effectivement créé du coup des jus de pommes. Oui, donc là maintenant ça fait 3 ans. Donc là on est encore on a notre premier jus qui est arrivé cette semaine. Donc l'idée c'est aussi de travailler avec un homme qui possède un pressoir, une entreprise qui peut nous presser, stériliser le jus pour avoir quelque chose de correct. Et voilà, donc ça fait maintenant 3 ans qu'on travaille ensemble. Et là encore aujourd'hui d'ailleurs, il y a des bénévoles de l'association qui récoltent ces pommes. Aujourd'hui même. Oui. Pendant que toi, tu es là, en train de discuter comme ça. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi comment les choses ont évolué et puis comment finalement il y a ce lien avec le verger, avec tout ça, alors qu'au départ, vous n'êtes plus qu'une association culturelle. C'est ça. Et il y a aussi cette volonté de cultiver une forme d'indépendance dans ce qu'on fait. Donc bien sûr, on est sur des contrats aidés, donc dépendant de politiques publiques. Mais l'idée aussi, c'est d'avoir un maximum d'autofinancement. Et donc, en parallèle au jus de pomme, on a aussi souhaité créer une bière. En fait, l'idée, à la base, c'était qu'on s'est dit, tiens, on boit souvent un verre de bière dans le Nord. Et si à chaque fois qu'on buvait un verre, on pouvait venir gagner 1 euro pour financer nos projets, ce serait sympa. Et donc on a rencontré un brasseur avec qui on a créé une recette secrète bien sûr. et donc aujourd'hui sur chaque bouteille vendue, il y a 1 euro qui est reversé à l'association pour son fonctionnement et pour financer les projets. C'est d'ailleurs la bière que vous avez bu hier soir pour les rencontrer.
Oui, c'est-à-dire que dans votre économie, donc à la fois il y a tous ces apports des bénévoles, il y a aussi un petit peu d'aide, mais pas tant que ça, il y a aussi beaucoup les propres ressources que vous développez. C'est vraiment comme ça que vous avez, parce que là, on dit ce fameux mot de modèle économique, entre guillemets, mais si on essaye de voir un petit peu ce que ça veut dire concrètement, vous êtes dans cette mixité en fait des choses. Ouais, et on est aussi sur une économie donc, de petits moyens. Par exemple, pour le festival, pour tout ce qui est création de décors, de scénographie, et même pour d'autres événements, on construit tout nous-mêmes en matériaux issus du réemploi, matériaux de récupération. Mais ça, on le valorise également dans la récupération de légumes, dans le glanage des pommes, mais c'est également dans nos événements. On a aussi fait beaucoup d'événements où on faisait de la récup, en disant, bah voilà, ces légumes, ils viennent des poubelles, ils sont nettoyés, ils sont bons, ils sont prêts à manger, c'est juste qu'il y a un gros problème autour du déchet aujourd'hui et de ce qui est jeté, et nous on valorise ça, et pas que parce que c'est... Enfin, financièrement c'est clair que c'est un avantage, mais c'est aussi pour montrer aux gens qu'il y a ces questions-là, qu'il y a un gros problème sur le déchet, même de matériaux, de démolition. Moi je suis dans le domaine de l'architecture, il y a beaucoup trop de choses qui sont des bâtiments qui sont démolis alors qu'il y a encore des matériaux qui pourraient être réutilisés, et nous on essaye, du coup dans le festoche ou même dans d'autres actions, de valoriser ça, et de réemployer du coup ces matériaux. Donc c'est vraiment une économie, on va dire, alternative, de petits moyens, et également une économie, on va dire, d'échange de services dans les rapports aussi avec les partenaires, c'est-à-dire que si on fait un chantier participatif en échange chez un maraîcher, par exemple, le maraîcher va nous fournir en légumes. Avec d'autres structures, on est dans des échanges de services. Donc c'est une autre manière de faire vivre l'asso, et sans forcément avoir des subventions parce qu'on n'en a pas vraiment. Et voilà. Oui, une autre façon de penser l'économie. Pour revenir à l'arrosoir, dans les différentes étapes de développement que vous avez eues, est-ce que là maintenant vous pouvez dire combien vous êtes d'adhérents différents, et puis un peu ce que vous tirez de ce qui s'est déjà passé, de ce qui a été fait. Est-ce que vous auriez pu vous élargir avec des structures qui ne sont pas culturelles? À un moment, les questions ont été évoquées aussi. Comment mixer un peu tout ça? Alors aujourd'hui, donc il y a 4 adhérents au sein du GE, donc une structure, une association qui organise des festivals, une compagnie de théâtre de marionnettes, Créature Compagnie, une compagnie de diffusion, Les Gomères, et le Centre culturel de la Sarthe, donc une structure, un EPIC, voilà, un établissement public industriel commercial. Et donc, 2 de ces structures-là ont intégré le GE après Le GE, c'est le groupement d'employeurs, après la mission de développement, donc en 2011. Donc, ce qui a permis au temps partiel de devenir un temps plein et aussi de le pérenniser. Puisqu'actuellement, après une aide, donc c'était un emploi tremplin, le contrat, maintenant c'est l'emploi tremplin est fini, donc c'est un CDI sans aide, voilà. Et au niveau du développement du GE pour créer un poste, alors on a eu une seconde salariée pendant 2 ans, donc en contrat aidé, sur des missions de communication et diffusion. Donc le contrat aidé est arrivé à sa fin et n'a pas été renouvelé parce qu'il ne pouvait plus être renouvelé, et puis d'autres projets intéressaient la salariée. Et on a eu des difficultés par contre à créer un nouveau poste sur des missions comptables et sociales, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de profil de candidats en fait, qui postulent avec des profils. Un appel pour qui doit être dans la salle. C'est une discussion qu'on avait eue, la difficulté que c'était pas forcément assez attractif, ou que les gens ne voulaient pas forcément venir, c'est ça? Voilà, parce qu'en fait on est situé actuellement dans un village de 200 habitants au milieu des champs, et c'est vrai que les gens, les candidats, on accueille aussi également des volontaires, on a eu des difficultés à accueillir des volontaires, certaines fois, tout simplement parce que pour eux, quand ils pensent milieu rural, ils pensent à la ville à côté de chez nous qui est Alençon, où il y a 25 000 habitants, et ils ne pensent pas à Alençon qui est un petit village de 200 habitants.
Pour eux, c'est trop éloigné de tout. Et voilà, donc on a des difficultés à recruter. Après, au niveau des adhérents qu'on peut avoir, donc on a des demandes, mais quand on a des demandes, on n'a pas forcément le salarié en face. Et finalement, quand on a les compétences, voilà, donc c'est pour ça que ça prend du temps aussi, voilà, de bien développer les choses. Mais vous revendiquez vraiment ce choix d'être dans un petit village. Et c'est ça aussi intéressant dans votre démarche, c'est que oui, parce que c'est vraiment le but du groupement d'employeurs, c'est participer aussi au développement du territoire en professionnalisant les structures culturelles sur le secteur aussi. Donc du coup, pour nous, ça a du sens de rester sur le territoire. On ne va pas s'installer dans une grande ville, ni à Alençon, qui n'est pas très grande, ni au Mans, parce que du coup, on ne serait plus vraiment acteur du territoire. Votre vocation, c'est vraiment d'être là, de soutenir l'emploi sur le territoire. Mais je voulais dire aussi, on est là pour s'inscrire effectivement par rapport à l'emploi, mais je m'inscris aussi très bien par rapport à ce que vous faites, puisque nous aussi, on travaille avec moins de 50 à 60 bénévoles. On a aussi l'obligation de travailler à récupérer des fruits, des légumes qui partent à la poubelle. On a aussi à faire tous nos décors pour les festivals, pour qu'il y ait une âme et que ça corresponde bien à ce qu'on cherche. Donc oui, on est aussi dans une économie de petits moyens et on est aussi sur du donnant-donnant, et c'est important sur un territoire comme le nôtre, justement, de pouvoir échanger. En plus, nous, comme Qui Cloche, une année sur deux, on change de lieu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on retravaille avec les associations du lieu où on va, on retravaille avec la population. On héberge à peu près 45 artistes au cours de ce week-end qui sont tous hébergés chez l'habitant. C'est les bénévoles qui font à manger. Enfin, je veux dire, on est très attaché aussi à cette convivialité, à ce retour, à ces échanges. Et c'est important aussi que les artistes puissent aussi, que la population, je sais pas, c'est pas très joli comme terme, mais que les gens qui habitent ce territoire puissent rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs et qui peuvent apporter autre chose, même si ce n'est qu'une soirée, même si ce n'est qu'un petit déjeuner, c'est pas grave. Ces échanges-là, on est très attaché à ça, à cette convivialité. Et au fait qu'on a des moments de repas très conviviaux, et ça c'est important. Donc oui, on s'inscrit un petit peu aussi dans cette démarche-là. Donc ça c'est aussi des choses, le fait d'être regroupé à plusieurs adhérents, ça vous permet aussi peut-être d'aller plus loin dans ces démarches-là. Je pense que le fait aussi que le noyau dur, c'est-à-dire entre Créature Compagnie et nous, Hubert Géga, qui c'est aussi notre directeur artistique, donc on a du lien aussi avec cette compagnie. Enfin, j'ai vraiment l'impression que depuis que nous existons, on a vraiment créé, on a essaimé un petit peu partout, on a créé du lien avec des gens à des moments donnés qui se disent ah mais oui c'est vrai que, alors on va pas forcément les voir effectivement sur nos événements, mais on sait qu'à des moments ils sont là et oui, je pense que c'est important tout ça. Enfin, je sais pas si j'ai répondu à votre question, je me laisse embarquer quoi. Et je pense, en fait, chaque adhérent maintenant, finalement, a l'habitude de travailler ensemble aussi. Voilà. Au-delà simplement de l'emploi qui est partagé, il y a vraiment d'autres liens qui se font entendre. Oui, c'est un peu la tête. Du coup, sur les événements de festival, mais sur d'autres choses aussi. Enfin, voilà, chaque adhérent, en fait, se retrouve en dehors du fait de partager un emploi. Oui. Sur les actions. C'est quand même pas rien de pouvoir. C'est même sans doute un des fondements qui fait que ça fonctionne. Oui. Pour la coopérative, donc il y a un projet un peu plus récent qui démarre, qui est en train de démarrer, on peut dire. Donc comment aussi, alors on a aussi les valeurs, les principes de fonctionnement, qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce qui a permis cette réunion déjà en termes de projet, mais peut-être même en termes de lien, de solidarité entre les structures membres, comment ça accélère aussi un peu les relations, les collaborations avec les artistes. Là aujourd'hui la coopérative s'engage à accompagner 3 projets là, qui sont 3 projets qui ont 3. En gros, je reviens un petit peu sur le but de la coopérative, c'est de réussir à créer des espaces de travail et d'échange et de production
qui déjoue un peu nos habitus, quoi. Qui déjoue un peu les cadres dans lesquels nous sommes incités, c'est-à-dire que voilà, des cadres habituels de financement et des rythmes de production dans lesquels on pourrait. Et du coup, des formats, la question des formats. On connaît très évidemment le phénomène avignonesque qui est, pour défendre un spectacle, on va faire un comédien sur un plateau, 1 heure, pour qu'on puisse avoir un créneau pas trop cher à Avignon. Voilà, ça c'est pour... C'est une force qui agit sur la forme. Donc nous, on a éprouvé la nécessité de se réunir, dire donnons-nous de l'air pour qu'on puisse réfléchir autrement, différemment, des formats. Là, en l'occurrence, Stéphanie Saint-Cyr la reflète. Elle propose un spectacle qui s'appelle Still Life et qui se joue dans des bars et qui est un spectacle philosophique. Alors, c'est pas facile de jouer un spectacle philosophique dans des bars. Voilà. Parce que c'est pas... Voilà, le lieu... proposer un concert de tango, ça peut, plus facilement. Donc, comment on travaille la diffusion de ce spectacle? Ce spectacle a déjà été créé, donc la coopérative se pose la question de comment on va pouvoir proposer ce spectacle et comment l'amener. Parce que, oui, ça... Enfin, voilà. Et donc, voilà, ça, c'est un premier projet qu'on accompagne. Et ensuite, il y a un deuxième projet qui est basé sur un texte de Blaise Cendrars, merci, qui s'appelle Le Stache à la main. C'est un spectacle qui a été mis en scène par Guillaume Le Camus et qui demande un couloir de 12 mètres. Donc, couloir de 12 mètres, voilà, c'est pas... Enfin, voilà, il faut trouver cet espace-là, trouver l'endroit où ça pourrait se jouer, l'articulation, etc. Et le troisième projet, qui est un projet en état de recherche, basé sur l'expérience qu'avait menée la compagnie Théâtre Inutile, autour d'un projet qui s'appelle Compagnie au pied du lit, lié à une proposition de spectacle auprès d'enfants alités en milieu hospitalier, enfin à l'hôpital, quoi, et qui propose... donc cette expérience, c'était de travailler la question de l'enfermement, comment la marionnette répond à la question de l'enfermement. Et du coup, là, l'envie de la coopérative, c'est d'élargir la question et de commencer à la partager à travers des chantiers, des workshops, on va dire ça, d'échanger avec différents praticiens. Je faisais référence tout à l'heure, évidemment, de la partager avec aussi, pas que des marionnettistes. La question du Castellet, la question du cadre peut se partager, évidemment, avec des photographes, par exemple, ou mettre la question de cet espace d'enfermement avec des architectes. Donc voilà, Donc vous voyez un peu, c'est se réapproprier de l'espace où la création va pouvoir se poser en tant que véritable question et pour éviter de subir un calendrier ou des injonctions d'utilité sociale qui nous semblent... Donc en tout cas, c'est le fait de vous être réunis qui ouvre ces nouveaux espaces pour ces projets. Oui, c'est-à-dire que cette réunion, ça nous permet de nous enrichir aussi des uns des autres. Enfin voilà, Mathieu a cité l'ensemble des coopérants, on va dire. Et c'est vrai que ça nous permet de recréer un espace d'échange et d'émulation un peu des questions liées à nos envies de création et surtout de déjouer un peu quand on est tout seul face à nos possibilités de financement, quels qu'ils soient conséquents ou pas d'ailleurs, très vite on va dans des schémas classiques, quoi. Mais au-delà de ces 3 projets, il y a aussi des liens qui se sont un peu renforcés entre les structures, puisque vous êtes aussi déplacés dans toute la France pour faire mieux connaissance. Oui, alors on a fait des sessions au Bouffou Théâtre, on a fait des sessions, une session aussi de travail au Vélo Théâtre. Et là, fin décembre, on va faire une session au Tas de Sable chez Pense Verte.
Oui, c'est aussi dans l'idée que, bon, par exemple, Stéphanie, elle n'est pas encore, enfin, c'est un projet qui a été proposé par le Vélo Théâtre, et elle n'est pas encore dans la coopérative, on va dire. C'est une coopérative qui voilà, là on est en train de créer le socle, mais elle va être ouverte. C'est-à-dire qu'il s'agit de créer du mouvement. Donc après, là petit à petit, on va mettre aussi en place on va dire un règlement intérieur, comment on peut se reconnaître dans cet espace-là, mais il s'agira effectivement qu'il y ait aussi un mouvement et que ça puisse proposer des relations de travail qui parfois peuvent échapper, ne serait à la coopérative. Donc c'est des modes de fonctionnement qui n'existaient pas vraiment par ailleurs, puisque ça permet aussi d'être sur plusieurs régions de France, d'avoir ces types de projets, de construire aussi un peu en marchant, si on peut dire les choses comme ça. Oui, puis ça nous permet de prendre, je pense que la notion du temps, elle est importante aussi, tout ces temps de structuration. Sur le fonctionnement, comme disait Nicolas, on travaille autour de projets, mais l'idée c'est d'avancer en parallèle à la fois sur la structuration de ce que sera la coopérative en tant que structure autonome des partenaires, mais en prenant notre expérience justement sur le travail qui est mené autour de ces projets. Et la notion du temps, elle est là, et la notion du temps aussi, déjà pour les partenaires qui ont participé à cette réflexion, ça a été, comme on l'a déjà un petit peu dit, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir vraiment, en échangeant, aussi pouvoir s'interroger sur les pratiques et ce sur quoi on voulait tendre et comment on voulait le faire. Donc voilà. Puis après, effectivement, on s'est rendu compte qu'à force de se rencontrer, de se retrouver aussi beaucoup sur des principes, sur des fonctionnements, et automatiquement il y a des échanges qui se créent. On était accueillis par la Chambre d'eau en septembre dans le cadre de Jardin en Seine aussi. Enfin, voilà, il y a plein d'échanges qui se font comme ça aussi en parallèle de cette dynamique et de ces réunions et de ces projets. Donc des nombreuses ramifications. Oui, il y en a assez, et puis plus il y en a, mieux c'est. Pour revenir là un peu sur les parasites, donc voir un petit peu vers où vous allez. Donc tout ça, ça a quand même été un chamboulement d'avoir tout ce passage à une structure qui devient professionnelle. Donc à un moment, Françoise, tu as dit on peut passer par des circuits d'accompagnement. Donc est-ce que tu peux dire un mot sur les regards extérieurs et les gens qui vous ont accompagné dans cette réflexion, que ce soit la Chambre d'eau ou même le DLA, un petit mot rapide, et puis dire vers quoi, qu'est-ce que ça vous ouvre comme questionnement, comme perspective. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent là-dedans parce qu'on est à la fois accompagné pour développer le projet, pour le structurer, pour le mettre en mots, et en même temps le projet il avance et il y a des besoins, il y a des besoins pour l'assaut. Donc nous là on est accompagné depuis maintenant peut-être 3 ans par la Chambre d'eau dans le cadre d'un dispositif d'accompagnateur des porteurs de projets ESS avec une spécificité culture. Et donc pour compléter cet accompagnement, on a fait une demande de dispositif local d'accompagnement cette année, où donc on a plutôt fait un travail sur la charte de l'association, sur le projet associatif, sur le modèle économique et aussi sur comment est-ce qu'on met en valeur ce réseau qu'on a constitué autour du collectif Parasite. Alors les formes que ça peut prendre, donc on était accompagné donc par Fabrice Boy. C'est une personne qui a créé plusieurs structures sur la région parisienne, notamment qui mixait à la fois une activité culturelle de salle de spectacle et un restaurant solidaire par exemple. Et donc on a vraiment pu échanger sur la vision d'un modèle économique hybride qui peut mélanger des financements publics et aussi impacter là-dedans des ressources propres, et donc aussi se questionner sur la fiscalité par exemple, sur la politique de prix, sur comment on travaille tout ça. Tu me disais un peu les visions d'un système en fait, c'est ça, de vos activités séparées, comment elles sont dans un ensemble. C'est ça, donc comment on porte aussi une approche systémique sur notre manière de fonctionner.
comment on découpe toutes les activités. On a essayé de faire vraiment un travail de mise à plat de tout ce qu'on peut proposer et de voir là où c'est cohérent, là où ça cloche. Donc là, c'est vrai que ce genre de dispositif, c'est très intéressant parce que une personne comme ça va venir mettre le doigt sur des choses qui pourraient pas être forcément cohérentes. Du coup, tu as participé aussi à... Tu veux en dire un petit mot peut-être Je pense que ça a été hyper important pour notre structure, cette rencontre. C'est parce que ça a été une rencontre, ça a été donc un DLA, mais ça a été une rencontre avec une personne aussi. Et que ça s'est super bien passé, on a tissé des liens aussi avec cette personne, autre que de parler de boulot, voilà. Et je pense que pour la structure, ça nous a permis vraiment de voir un peu un futur, de peut-être savoir un peu ce qui, économiquement, là où on s'usait aussi, parce que comme c'est principalement du bénévolat, il y a des fois des petites actions qu'on va faire qui vont nous demander beaucoup de temps de préparation. On va passer 4 heures sur place à vendre des choses ou à faire de la diff. Et en fait, on va s'épuiser à enchaîner ce genre de petits événements qui, des fois, ne sont pas cohérents avec, par exemple, les valeurs de l'association, ou, pas les valeurs, mais plus qu'il n'y a pas forcément d'intérêt d'être là pour faire ça, et qu'on avait... voilà, c'est plus se recentrer sur ça et pouvoir s'économiser, parce que vraiment, pour une vingtaine de bénévoles, c'est notre quotidien, cette association. Moi, le service civique, c'est 24 heures. Là, j'en fais des fois plus et des fois beaucoup moins, mais voilà, on est présent le week-end, on est présent la semaine, voilà, c'est beaucoup d'énergie, et du coup, le DLA, ça permet aussi de dire, oh là là, stop les cocos, là, vous vous épuisez pour rien, ça sert à rien ce que vous faites, puis vous avez dépensé autant de thunes et vous gagnez 1 euro, en fait, à la fin sur le... voilà, donc ça a été hyper riche, et ça nous a aussi ressoudés, je pense, dans l'équipe, et ça a permis de voir peut-être des transversalités à faire encore plus dans l'école, les différents pôles qu'on présente. Et je suis très contente en tout cas de cette rencontre et de cette rencontre avec Fabrice en particulier. Et oui, ça nous a aussi, moi, ça m'a, même tout le monde, ça nous a fait prendre conscience que dans notre modèle d'association, on ne rentre pas forcément dans une case, on est un peu touche à tout, moyen partout. Et en fait, on est quand même aussi un acteur de réseau, c'est ce qui nous a fait comprendre, et qu'on se retrouvait à être une forme de trait d'union entre plusieurs types de structures, que ce soit le monde de l'entreprise, les associations, les petites associations locales, une mairie, une association plus institutionnalisée. Et donc en fait, nous, on se retrouve à faire le lien entre tout ça. Faire le lien aussi entre la campagne et l'île. Et bien sûr, aussi à faire le lien entre la campagne avesnoise et la métropole lilloise, parce que pour une grande partie des membres de l'association, ils sont issus de l'Avesnois, pas tous bien sûr, mais pour des raisons économiques, sociales, d'études, se retrouvent sur la métropole. Et donc aujourd'hui, c'est comment on devient ambassadeur de ce territoire pour à la fois le mettre en valeur, y développer des actions, tout en gardant la légitimité de connaître ce territoire et de proposer des choses cohérentes là-dessus. Après, on s'est aussi posé la question du lieu, parce que il y a beaucoup de réunions, beaucoup de moments d'organisation. Donc pour ça, on a décidé, on est sur des projets de lieux mutualisés au niveau de Languedoc, où on a notre siège social. Mais on travaille aussi également sur la métropole lilloise, dans des lieux partagés, dans lesquels on peut rencontrer autant des compagnies de théâtre que des artisans. Donc nous, on a participé sur un petit bout de l'aventure de la Fermenterie à Lille, qui aujourd'hui n'existe plus, mais pour des ateliers. C'est des ateliers d'artistes, des bureaux de compagnie. Donc là aujourd'hui on est partie prenante d'un nouveau projet qui est en train de se créer aussi sur l'île, dont on aura les clés très vite. Donc c'est aussi comme quand Sylvie parlait un peu de la circulation entre des personnes qui viennent de l'extérieur dans le village, c'est aussi tout ce qui se développe dans l'Avesnois en lien avec le territoire de l'Avesnois, mais c'est aussi relié en fait à ce qui se passe ailleurs et à d'autres dynamiques. Donc c'est plusieurs échelles qui s'entrecroisent en fait. C'est ça, et puis la richesse aussi d'être dans un nouveau collectif qui est la Ferblanterie, qui va devenir le projet donc,
des Kermes. Cette association, ça y est née il n'y a pas longtemps. Merci Elodie, qui est là-bas. Voilà, ça permet aussi d'ouvrir un réseau et d'amener des nouvelles personnes, enfin de rencontrer des artistes qui, par la rencontre, je pense, avec le collectif, ont peut-être envie d'aller dans la baignoire et venir de voir ce qui s'y passe et peut-être faire des actions aussi avec nous. Et ça, je pense que ça va être une richesse aussi pour la suite. On parle de futur, si on parle pour répondre à la question du futur, je pense que on a rencontré des gens qu'on apprécie beaucoup pour ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils font, et qui, je pense, sont assez en accord avec ce qu'on fait et ont envie, je pense, de découvrir aussi un peu ce qu'on fait dans la baignoire et de découvrir la baignoire. Donc je pense que pour demain, ce sera quelque chose d'hyper positif. Voilà. Il y a juste pour finir là sur vos perspectives, tu évoquais, François, peut-être que toutes ces interrogations vous amenaient à la question d'un autre statut juridique, peut-être? Exactement, je pensais que c'était l'objet d'un autre point, mais oui, donc là aujourd'hui, dans un contexte social et politique qui est un peu changeant, des dispositifs qui évoluent, nous on se pose la question aujourd'hui du statut en fait de notre structure, comme on est un peu touche à tout, qu'on doit qu'il y a des parties d'activité qui rentrent dans des champs concurrentiels ou autres. On se pose la question du statut. C'est vrai qu'aujourd'hui il existe les statuts de coopérative, de société coopérative d'intérêt collectif. C'est des réflexions qu'on a en ce moment et qui donc là vont être un peu développées par une personne qu'on accueille en stage en master de développement local, économie solidaire à Valenciennes. Tout ça, c'est des choses en gestation. Exactement. Et aussi, dans cette force de réseau qu'on peut proposer, on accepte aussi beaucoup de choses et beaucoup de challenges. Je ne sais pas si peut-être j'en parle maintenant. Là, dernièrement, on vient d'avoir une proposition au niveau du théâtre du Manège, scène nationale à Maubeuge, pour s'occuper de la concession du bar et de la petite restauration là-bas, de penser avec eux comment réinventer les espaces qui jouxtent la salle de spectacle. Donc à l'invitation à laquelle on a répondu présent. Et ça fait maintenant un mois qu'on travaille là-bas et qu'on commence à réfléchir à des possibilités. Voilà. Donc du coup, on va juste voir un peu vous les perspectives pour l'arrosoir en quelques mots, puisque là vous êtes maintenant, vous étiez vous existiez, vous étiez 4, vous êtes 8, donc comment un peu se dessine l'avenir? Alors là, c'est surtout qu'on va changer de bureau, qu'on va être au lieu d'un village de 200 habitants, on va être dans un village de 650 habitants. Ça va tout changer. Alors, en fait, on va être au sein d'un centre social, donc du coup avec d'autres structures, du passage, pour donner plus de visibilité au groupement d'employeurs et puis aussi créer de nouveaux échanges avec d'autres acteurs du territoire, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup. Peut-être qu'on va passer la parole à Christopher Leguinon, qui va te présenter et puis dire un mot sur le dispositif. Oui, donc je suis Christopher Leguinon, c'est écrit. Je suis en charge du DELA régional Hauts-de-France, qui est porté par le mouvement associatif Hauts-de-France. Le DLA, deux petits mots sur ce qu'est le dispositif, enfin même un peu plus. Donc c'est un dispositif qui a été créé au début des années 2000, notamment pour soutenir les emplois jeunes. Voilà, donc l'idée du dispositif, systématiquement quand on s'adresse à une structure de l'ESS et en région de France à 98,2% des associations, on a comme objectif de maintenir ou développer l'emploi dans ces associations. Voilà, ça c'est l'objectif premier du dispositif, c'est de tenter de maintenir, donc c'est plus souvent de maintenir l'emploi que de le développer, mais l'idée c'est ça. Et donc pour ce faire, on va intervenir sur différents types de thématiques. Donc là du coup, les thématiques que vous avez exposées, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, on peut travailler du projet associatif en allant par des choses très entre guillemets dures, c'est-à-dire pour moi le juridique, l'aspect administratif, financier. Voilà, donc on a un spectre de thématiques
d'accompagnement qui sont très très larges. Donc ça peut être à titre individuel, donc on peut accompagner une structure. Après, ça peut être sur un champ plus collectif, c'est-à-dire qu'on peut accompagner plusieurs structures qui ne sont pas forcément d'un même secteur. Et du coup, l'idée, c'est aussi de travailler sur de la coopération et du croisement de secteurs. Voilà. Travailler un peu aussi sur, on le verra après peut-être sur l'autre intervention, mais sur un volet plus lié à l'innovation sociale, en croisant un peu des pratiques différentes. Voilà. Donc ça, c'est aussi un dispositif qui permet l'expérimentation. Voilà, on a fait sur un accompagnement par le DLA régional, accompagner des structures qui sont sur Amiens, des ex-structures picardes qui sont maintenant Hauts-de-France, qui sont sur 5 champs culturels différents. Et l'idée, c'était de croiser un peu les pratiques culturelles de ces structures. Voilà, donc le DLA a vraiment pour objectif ça, et aussi d'apporter un regard extérieur. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une personne extérieure pour apporter un regard différent et se dire, voilà, moi j'ai une position différente, et du coup, c'est aussi une légitimité qui est différente pour la structure. Et à noter aussi que l'intervention d'une personne extérieure, du coup, je me perds un peu, mais l'idée, c'est que cette personne, elle soit aussi en accord avec les valeurs et le projet de l'association. Voilà. Donc, pour vous expliquer, le DLA intervient en 3 phases. Il y a une première phase de diagnostic de la structure qui est partagée. Donc, la structure auprès de laquelle on va faire un diagnostic participe à ce diagnostic, donc c'est co-construit. Et après, on va mobiliser une personne extérieure pour intervenir. À noter que tout ça est gratuit. Et l'idée, c'est que cette personne qui est choisie soit en principe choisie par la structure, que cette personne soit en accord avec les valeurs de la structure, et le DLA est aussi garant de ça. Donc, par exemple, si on travaille effectivement sur des aspects de modèle économique, etc., l'idée, c'est que ça se fasse vraiment en accord avec les valeurs de l'association. Voilà. Donc, voilà l'objectif du DLA. Effectivement, sur la thématique culturelle, il y a beaucoup de choses à travailler, et notamment sur les questions de groupement d'employeurs. C'est des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui paraît nécessaire de travailler en région de France. Donc je vous invite à mobiliser du DLA si vous voulez travailler sur la mutualisation et de la coopération sur le secteur. Merci beaucoup Christopher. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas encore ce dispositif, je pense qu'avec le témoignage et puis avec les explications, on a déjà un panorama et vous pourrez creuser si besoin. Avant de conclure cet atelier, on va passer la parole à Vera Bezonov qui va se présenter et puis dire quelques mots aussi sur les structures culturelles et musicales. Oui, bonjour, moi je travaille à la FEDELIMA, la Fédération des lieux de musique actuelle. C'est une fédération nationale qui réunit 140 adhérents maintenant, répartis un peu partout en France, et qui ont pour point commun quand même de développer les projets dits d'intérêt général sur l'année, c'est-à-dire qu'on n'a pas des adhérents qui sont sur de l'événementiel, on a des adhérents qui développent des festivals, mais un festival seul n'adhère pas à notre fédération. Du coup, par rapport effectivement au sujet en tout cas de l'accompagnement, puisque c'était là-dessus que Régine m'avait sollicité, nous on a effectivement en tant que fédération d'acteurs, on a effectivement une mission d'accompagnement de nos adhérents, mais qu'on a voulu justement positionner non pas en termes d'intervention, mais plus de ce qu'on appelle l'observation et le soutien. C'est-à-dire que effectivement, quand on est sollicité par un de nos adhérents qui a une difficulté, qui se pose des questions, ou voilà, qui sait pas, voilà, qui a une période de changement, eh bien, on va effectivement l'accompagner dans le sens où on va se déplacer sur place, faire un état des lieux de la situation, mais on n'ira pas forcément dans l'analyse, le diagnostic. On ira plus, et on essaiera plus de l'aider à aller dans le sens où il veut aller. Et on n'essaiera pas de préconiser des choses. Ce qui du coup nous amène à travailler avec de nombreux partenaires sur cette question de l'accompagnement, notamment le DLA, enfin les dispositifs locaux d'accompagnement, puisqu'une fois qu'on a fait un état des lieux et puis qu'on a un peu posé une méthode de travail, on va dire en disant vous voulez aller là, peut-être qu'en première étape il faut d'abord travailler ça, puis travailler ici. Il y a des fois l'adhérent nous dit oui c'est bon, je peux me débrouiller tout seul, puis il y a des fois il dit non je ne vais pas y arriver, et du coup on lui dit mais il y a le DLA, et du coup on est amené à travailler en coopération.
Et c'est, je pense, qui fait aussi la richesse voilà, des accompagnements, c'est de pouvoir justement croiser des visions. C'est-à-dire, voilà, on a effectivement un regard plutôt sectoriel, puisqu'on est une fédération de musique actuelle. À côté de ça, le DLA a quand même une vision très territoriale du territoire, de là où il se situe, de la richesse qu'il y a sur son territoire. Et du coup, ça permet de croiser les fameuses transversalités. Voilà. Alors juste au-delà de ça, je me suis quand même posé la question de, toujours par rapport à l'accompagnement, s'il y avait justement un accompagnement spécifique à mener en milieu rural. Alors je pense que les besoins, ils sont un peu identiques, qu'on soit en milieu urbain, en environnement rural ou en ruralité. Les besoins, en tout cas d'être accompagnés, peuvent revenir de la même manière. La façon d'accompagner, on peut retrouver quand même pas mal de points communs. Après, c'est plus sur les sujets que je vois quand même certaines distinctions ou certaines singularités au milieu rural. Notamment, on est beaucoup sollicité dans le rapport aux élus locaux notamment, dans tout ce qui est médiation du coup politique qu'on fait un peu en tant que fédération, c'est un peu notre travail aussi. Et du coup, effectivement, un rapport aussi, voilà, enfin en tout cas, de la médiation, de la sensibilisation auprès des élus locaux, justement sur ce qu'est la structure, ses enjeux, et ce qui nous oblige aussi à travailler le projet, non pas sur du faire, sur de l'action, mais bel et bien sur des valeurs, sur des enjeux, et voilà, ce qui nécessite souvent de l'accompagnement pour une structure, parce que c'est difficile de prendre du recul sur soi et puis d'arriver à sortir le pourquoi, le sens profond de notre action. Donc ça, c'est quand même une petite spécificité. Et puis il y a bien évidemment le rapport au territoire, parce qu'autant en milieu urbain, on a des adhérents qui, bien sûr, travaillent avec leur territoire, mais c'est pas une question qui se pose de comment ils doivent se positionner par rapport à lui, alors que justement en milieu rural, la question du territoire est où est-ce qu'il agit, est-ce qu'il est partie intégrante du projet, où est-ce qu'il faut faire avec, se pose quasi systématiquement. Donc on a toujours la question de est-ce que notre entrée elle est plutôt le territoire, ou est-ce que notre entrée finalement elle est l'artistique ou le culturel, et comment du coup voilà, comment ça, voilà, ce qui nécessite aussi de se questionner sur ces enjeux-là. Et je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais m'arrêter là en fait. Merci beaucoup Béra. C'est vrai que là, ces trois initiatives illustraient chacune un peu à leur façon, côté laboratoire, inventer des nouvelles façons de fonctionner ou des nouveaux croisements entre les projets. Et les trois, en fait, ont bénéficié de regards extérieurs, d'accompagnement, que ce soit avec la chambre d'eau, que ce soit avec le dispositif DLA, que ce soit avec d'autres choses. Donc c'était aussi pour montrer l'enjeu et l'importance que ces initiatives puissent être soutenues, écoutées et avoir des regards extérieurs. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous, Nicolas et Christian... Non, pardon ? Ah d'accord, parce que du coup, non, peut-être, mais comme j'avais compris qu'on était en retard, du coup, je voulais pas... C'est vrai, alors excusez-moi, du coup, est-ce que peut-être il y a des questions ou des réactions par rapport à... Oui, bonjour à tous et à toutes. Thomas Desmettes, moi je suis directeur de l'URACEN, qui est une union régionale d'accompagnement pour le secteur artistique et culturel en Hauts-de-France. Alors j'aime beaucoup cette présentation de la complémentarité. Il y a des structures thématiques d'accompagnement, les musiques actuelles, le spectacle vivant, les arts graphiques, puis parfois une porosité avec des secteurs. Donc, les structures d'accompagnement, ce qu'on appelle parfois vulgairement, je ne sais pas chez vous, mais des têtes de réseau, des fédérations thématiques, sont là effectivement pour répondre à un premier secours. Un premier secours pour justement structurer sur différentes questions fondamentales, même si le mot économique est peut-être un peu compliqué, mais il s'agit bien de ça. Et après ça, de faire du collectif. Effectivement, on monte un DLA collectif avec le Pas-de-Calais, peut-être bientôt avec le Nord, sur des projets de mutualisation. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que le secteur, et je vais être bref, secteur sportif, secteur médico-social a certaines problématiques, secteur culturel et sur l'acte de création. Donc l'acte aussi de pouvoir partager un talent, quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et pourtant, les logiciels de paye sont des choses qui sont un petit peu chères et donc qui pourtant pourraient être mutualisées. Par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Donc merci pour ce débriefing et montrer cette mosaïque de possibilités.
peut-être sinon un commentaire ou un rajout. Bonjour, je m'appelle David Cressou. Je suis dans une association qui s'appelle Rhizome, dont l'activité première c'est l'accompagnement des créateurs d'activités dans des cadres collectifs d'économie solidaire, surtout associatif, mais pas que. Juste vous dire que je connais un couloir de 12 mètres, ou peut-être un peu plus, qui est bien large, mais c'est pas au milieu rural, c'est à Mont-Saint-Barreul, dans un équipement culturel municipal tout neuf. C'est rare, une telle longueur, ça vaut le coup d'être dit. Et puis vous avez, plusieurs fois, vous avez les uns les autres évoqué le caractère convivial, la convivialité. Je voulais vous signaler qu'il existait un manifeste du convivialisme qui a été produit par notamment des gens qui sont dans la revue du MAOS, le mouvement anti-utilitarisme en sciences sociales, qui a pris un nom, un clin d'œil à Marcel Mauss, qui nous a légué des choses sur les histoires de dons et contre-dons. Merci. Bonjour, Sébastien Meurant, Association historique de Maroilles et service des archives de la ville de Maubeuge. Je travaille sur la mémoire des territoires et la question est liée justement à la mémoire et peut-être aux références que vous avez. Vous développez un travail participatif et collectif. Ça fait écho à ce que des générations précédentes ont fait sur le territoire. Est-ce que vous avez eu, comme par rapport au DLA, des conseils peut-être d'anciens ou de personnes qui ont déjà expérimenté ce travail participatif local ? Bah oui, effectivement, dans tout ce qu'on fait, et même dans les membres qui composent nos assos, je pense qu'il y a des personnes qui nous épaulent et qui sont là avec nous pour partager des expériences et des visions. Enfin, ouais, on se construit comme ça, en travaillant sur l'existant. Nous, dans le cadre de l'accompagnement, notamment par Opal, ça nous a permis de pouvoir rencontrer des personnes venant présenter d'autres initiatives de coopératives. Je pense à Art en réel, notamment, je ne me souviens plus du nom de la personne, où on avait pu aussi, Nicolas parlait de sociocratie, plus pour nos pratiques, et on a eu l'occasion, effectivement, aussi dans le cadre de cet accompagnement, de pouvoir rencontrer je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais l'un des penseurs de la sociocratie, pouvoir échanger avec lui sur les expériences qu'il avait pu mener et voilà, essayer d'un petit peu d'anticiper sur nous après ce qu'on essaie de mettre en place. Après, peut-être qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être un peu plus informelles. Je ne sais pas si Alain il aura envie de parler ou pas du rapport avec les parasites ou c'est pas obligé, hein, mais c'était. Non, mais comme du coup, c'est comme tu es là et puis que ça a quand même été une relation assez forte, quoi. Bonjour à tous. Oui, donc moi c'est Alain Brassard, je suis agriculteur à Landrecy, donc c'est moi qui accueille le festival sur l'exploitation. Après, ce qui est important, ce qui apporte, c'est surtout le partage et en fait, tout ce que les parasites font, à la limite on trouve ça naturel, donc quelque part c'est quelque chose qui est important et qui est utile et qui crée du lien entre les générations, entre les gens, entre des fois des différentes idées, des différentes conceptions de l'agriculture ou autre, et ça c'est vachement important de tisser des liens tout le monde ensemble, quoi. Après c'est vrai, pourquoi après c'est parce que aussi les enfants font partie aussi du collectif, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement, d'être engagé dans le milieu rural, quoi. Sur l'exploitation, moi je suis agriculteur, donc je suis la 10e génération sur le même lieu, donc on est vraiment ancré dans le territoire
et dans la région. Et si on veut que le monde rural vive, il faut qu'il y ait de la culture, qu'il y ait du festif, qu'il y ait de l'animation, qu'il y ait du développement économique, du développement technique agricole. Tout ça, il faut que tout le monde vive et que tout le monde se fasse ensemble. Et pour ça, c'est important. Et puis c'est toujours agréable de partager avec les jeunes et de faire des choses ensemble, quoi.